L'opération cardiaque de mon fils de 10 ans a échoué, le laissant dans un état végétatif. Mon mari a dit, les erreurs médicales arrivent tout le temps. Acceptons-le simplement. Mais je ne pouvais pas y croire. Tard dans la nuit, un jeune interne est entré dans la chambre et a chuchoté. Regardez les dossiers chirurgicaux. Le chirurgien. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil d'automne couchant baignait le quartier résidentiel de la banlieue de Chicago d'une lumière chaude. La maison à 2 étages de la famille Johnson, entourée de rues bordées de chênes, présentait l'aspect typique d'une demeure de la classe moyenne américaine. Les murs extérieurs blancs, contrastant avec une porte bleue, étaient frappants, et une pelouse bien entretenue s'étendait sur le petit jardin de devant. Rachel Johnson regardait par la fenêtre de la cuisine, attendant le retour de son fils, Ethan. Elle travaillait comme bibliothécaire à temps partiel à la bibliothèque de la ville. C'était une profession qu'elle avait choisie en raison de sa nature douce et de son amour pour la lecture, mais dernièrement, elle avait dû ajuster plus fréquemment ses horaires de travail pour s'adapter aux rendez-vous médicaux et aux soins de son fils. « Je suis rentrée, maman. » En entendant cette voix venant de l'entrée, elle se retourna pour voir Ethan, 10 ans, se précipiter dans la cuisine, son sac à dos encore sur les épaules. Bien que petit et mince pour son âge, ses grands yeux pétillaient de curiosité. Cependant, le fait qu'il soit essoufflé au moindre effort était une source d'inquiétude constante pour sa mère. « Bienvenue à la maison. Comment s'est passée ta journée à l'école ?» demanda Rachel en serrant son fils dans ses bras. Elle sentit que la température corporelle d'Ethan lui semblait un peu plus élevée que d'habitude et posa sa main sur son front. « Mon ami Mike a rejoint l'équipe de baseball. Quand j'ai dit que je voulais la rejoindre aussi, le professeur a fait une drôle de tête. » Les mots d'Ethan firent se serrer la poitrine de Rachel. Son fils était né avec une malformation cardiaque congénitale. Le terme médical complexe était communication interauriculaire, mais pour le dire simplement, cela signifiait qu'il y avait un trou dans son cœur. Les exercices intenses lui étaient interdits, et il ne pouvait pas jouer librement comme les autres enfants de son âge. Le baseball peut attendre. D'abord, nous devons passer l'opération du mois prochain, dit doucement Rachel en caressant les cheveux de son fils. Depuis 10 ans, elle attendait ce jour. Ethan avait enfin atteint l'âge et le poids nécessaires pour subir une chirurgie corrective. Vers 18 h ce soir-là, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Brian était rentré. Il était directeur commercial dans une entreprise informatique de taille moyenne et constituait la principale source de revenus de la famille. Bien que grand et doté de traits séduisants, la fatigue due au stress du travail semblait se lire de plus en plus souvent sur son visage. « Bienvenue à la maison. Tu es en avance aujourd'hui » le salua Rachel en l'embrassant. Cependant, Brian resta absorbé par son smartphone, l'air distant et préoccupé. « Ouais, en quelque sorte. Comment va Ethan ?»« Bien. Il vient de rentrer de l'école. Tu dois être fatigué, toi aussi. Le dîner est prêt, alors mangeons tous ensemble. » Cependant, le smartphone de Brian se mit à sonner. Il vérifia l'écran et fronça les sourcils. « Désolé, c'est un appel important. Mangez sans moi. » Sur ce, il se dirigea vers son bureau et ferma la porte. Cela se produisait de plus en plus fréquemment ces derniers temps. Bien qu'elle comprît que son travail était prenant, Rachel se sentait seule face à la diminution du temps passé en famille. Le samedi suivant, la famille Johnson se rendit à l'hôpital général du centre-ville de Chicago. C'était pour la dernière consultation préopératoire avec le docteur Martin, le médecin traitant d'Ethan. En marchant dans les couloirs de l'hôpital, Ethan serrait nerveusement la main de sa mère. « Famille Johnson, merci d'avoir patienté. » Lorsqu'ils entrèrent dans la salle d'examen, le docteur Martin se leva pour les accueillir. C'était un célèbre chirurgien cardiaque de la région. Au cours des 20 dernières années, il avait réalisé avec succès des centaines d'opérations du cœur et était connu dans la communauté médicale locale pour avoir des mains en or. Il était réputé pour son expression confiante et sa manière rassurante de parler aux patients. « Comment te sens-tu, Ethan ?» Le docteur Martin s'agenouilla pour se mettre au niveau des yeux de l'enfant et lui parla doucement. Ethan répondit timidement en se cachant derrière sa mère. « Assez bien. Mais parfois je suis essoufflé. Cela sera bientôt réparé. Après l'opération du mois prochain, tu pourras courir partout avec tes amis. » Le docteur Martin se tourna vers les parents et poursuivit son explication avec une expression confiante. « Le taux de réussite de cette opération est de 95%. J'ai effectué le même type de chirurgie plus de 80 fois par le passé, tout avec succès.
Dans le cas d'Ethan, compte tenu de son âge et de sa corpulence, c'est le moment optimal pour l'opération. Rachel montra son soulagement mais ressentit en même temps une anxiété face aux 5% restants. Cependant, Brian était étonnamment calme. Et le coût? Le total sera d'environ 150 000 $. L'assurance en couvrira une partie, mais votre reste à charge sera d'environ 50 000 $. Brian fronça les sourcils un instant mais retrouva rapidement son calme. Compris. Je ferai n'importe quoi pour mon fils. Rachel fut émue par les paroles de son mari. C'était certainement une somme importante, mais c'était un montant qu'ils pouvaient gérer en utilisant les économies familiales et en refinançant leur prêt immobilier. Rien n'était plus important que la santé d'Ethan. L'opération est prévue pour le 15 du mois prochain. Nous commencerons à 8 h du matin, et si tout se passe bien, elle devrait être terminée vers 14 h. En écoutant l'explication du docteur Martin, Rachel imaginait l'avenir de son fils. Si l'opération réussissait, Ethan pourrait grandir comme un enfant normal. Il pourrait jouer au baseball et s'amuser librement avec ses amis. Le jour où 10 années de lutte contre la maladie de son fils seraient enfin récompensées était sur le point d'arriver. Sur le chemin du retour, Ethan demanda depuis la banquette arrière, « Maman, est-ce que je pourrais vraiment jouer au baseball après l'opération ?» Rachel se retourna et sourit à son fils. « Bien sûr, Ethan. Le docteur Martin te l'a promis, n'est-ce pas ?» Cependant, Brian resta concentré sur la conduite et ne dit rien. Son smartphone se mit de nouveau à sonner, mais cette fois, il l'ignora. Le matin de l'opération, Rachel se réveilla à 4 h. Bien qu'elle pût entendre la respiration de Brian qui dormait à côté d'elle, elle se glissa silencieusement hors du lit. En préparant un café chaud dans la cuisine, elle repensa aux 10 dernières années. La joie à la naissance d'Ethan, le désespoir lorsqu'ils avaient appris sa maladie, et le long chemin qui avait mené à ce jour. Tout allait changer aujourd'hui. À 6 h, lorsqu'elle alla réveiller Ethan, il était déjà éveillé. Recroquevillé en une petite boule, il était assis sur le lit, regardant par la fenêtre. « Bonjour, Ethan. As-tu bien dormi ?» Rachel s'assit au bord du lit et serra doucement son fils dans ses bras. Le corps d'Ethan tremblait légèrement. « Maman, j'ai peur. »« Tout va bien. Le docteur Martin est un très bon médecin. Je suis sûr que tout se passera bien. » Cependant, Ethan, l'air toujours anxieux, demanda « Maman, est-ce que je pourrais jouer au baseball après l'opération ? Vraiment ?» Rachel regarda son fils dans les yeux et répondit en retenant ses larmes. « Bien sûr, je te le promets. » Le petit déjeuner fut léger. En raison des instructions de jeûne préopératoire, Ethan était également limité dans sa consommation de liquide. Brian, lui, vérifiait son smartphone à plusieurs reprises depuis le petit matin. « Brian, oublie le travail aujourd'hui, au moins, » dit Rachel. Au mot de Rachel, son mari afficha une expression légèrement décontenancée. « Ah, désolé. Il y a une affaire importante à laquelle je ne peux m'empêcher de penser, mais aujourd'hui, c'est l'opération d'Ethan. Je sais, bien sûr, notre fils est la priorité absolue. » Tout en disant cela, Brian baissa de nouveau les yeux sur son smartphone. Rachel sentit que quelque chose n'allait pas dans le comportement de son mari, mais toutes ses pensées allaient à son fils. À cette heure, la famille se dirigea vers l'hôpital. Dans la voiture, Ethan serrait fermement la main de sa mère. Brian semblait concentré sur la conduite mais vérifiait son smartphone à chaque feu rouge. Alors que Rachel s'apprêtait à lui faire une remarque, son téléphone sonna. « Désolé, je dois prendre cet appel. » Brian répondit en mode main libre. Bien que la voix de l'autre personne ne pût être entendue, son expression devint progressivement sévère. « Aujourd'hui, c'est impossible. Reportons à demain. »« Non, je n'ai jamais dit ça. » Lorsque l'appel se termina, Brian soupira profondément. Rachel demanda avec inquiétude, « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Un problème au travail, mais aujourd'hui, tout ira bien. Je vais me concentrer sur l'opération d'Ethan. » Quand ils arrivèrent à l'hôpital, les infirmières les accueillirent chaleureusement. Ethan enfila une blouse chirurgicale et reçut une perfusion. Le docteur Martin apparut également et effectua la confirmation finale. « Aujourd'hui sera une journée merveilleuse, Ethan. Monsieur et Madame Johnson, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi tout gérer. » Les mots confiants du médecin apportèrent un certain soulagement à Rachel. Cependant, Brian semblait agité, faisant des allers-retours entre la chambre et le couloir. Juste avant de se diriger vers la salle d'opération, le téléphone de Brian sonna de nouveau. « S'il te plaît, ne réponds pas cette fois, » supplia Rachel.
Mais Brian afficha une expression troublée. « Je suis vraiment désolé, juste un instant. » Il sortit dans le couloir et ne revint pas avant une dizaine de minutes. Pendant ce temps, il fut l'heure pour les infirmières d'emmener Ethan au bloc opératoire. « Où est papa ?» demanda Ethan depuis le brancard. « Il va arriver », répondit Rachel en tenant la main de son fils. Mais intérieurement, elle sentait une irritation croissante envers son mari. Devant la salle d'opération, Rachel accompagna seule Ethan du regard. Au moment où les portes se fermèrent, elle eut un dernier aperçu du visage anxieux de son fils. Brian revint 5 minutes plus tard. « Désolé, c'était un appel important. » Ethan est déjà entré au bloc. Au ton froid de Rachel, Brian montra une expression désolée. « Je suis vraiment désolé, mais maintenant le travail est réglé. Pensons uniquement à notre fils. » L'opération commença à 8 heures. Selon l'explication du docteur Martin, elle devait durer 6 heures. Dans la salle d'attente, Rachel ne cessait de penser à son fils. Brian semblait également agité au début, puis commença à somnoler sur le canapé. À 14 heures, l'opération n'était toujours pas terminée. À 16 heures, une infirmière vint expliquer la situation. L'opération prend plus de temps que prévu. Des procédures plus complexes semblent nécessaires. Veuillez patienter encore un peu. Rachel sentit comme si sa poitrine allait éclater d'anxiété. D'un autre côté, Brian était étonnamment calme. Ce sont des choses qui arrivent. Faisons confiance aux médecins. À 18 heures, et même après 19 heures, l'opération se poursuivait. Elle s'était transformée en une longue intervention de plus de 12 heures. Rachel ne tenait plus en place et arpentait les couloirs. À 20 heures, les portes de la salle d'opération s'ouvrirent enfin. Le docteur Martin apparut, mais son expression était complètement différente de celle du matin. C'était un mélange de fatigue et d'une autre émotion. Monsieur et Madame Johnson. Au ton lourd du médecin, le cœur de Rachel se mit à battre violemment. L'opération est terminée. Cependant, des complications sont survenues. Que voulez-vous dire ? La voix de Rachel tremblait. Il y a eu une hémorragie inattendue pendant l'opération et une anesthésie prolongée a été nécessaire. Actuellement, Ethan est dans un état où il n'a pas repris conscience. Rachel sentit tout s'assombrir devant ses yeux. Brian la soutint en demandant « Qu'est-ce que ça signifie qu'il n'a pas repris conscience ?» À ce stade, nous devons diagnostiquer un état végétatif. Il est possible que l'apport d'oxygène au cerveau ait été temporairement insuffisant. Non, ce n'est pas possible. Rachel était sans voix. Le docteur Martin continua, notre équipe médicale a fait tout son possible. Cependant, de telles complications peuvent survenir en tant que situations imprévues, quelle que soit la prudence avec laquelle l'opération est effectuée. Rachel était sur le point de s'effondrer, mais la réaction de Brian la déconcerta encore plus. Son mari était anormalement calme. « Docteur, quel sera le plan de traitement futur ? Nous allons observer l'évolution en unité de soins intensifs. Il est possible que la conscience revienne, mais cela peut prendre du temps. » Cette nuit-là, Rachel resta assise sans interruption au chevet d'Ethan en soins intensifs. Entouré de nombreuses machines et relié à un respirateur, son fils semblait si petit. « Ethan, c'est maman. Tu m'entends ?» Elle continua de lui parler en tenant sa main. Cependant, Ethan ne bougeait pas du tout. Brian rentra chez lui après environ 1 heure. « Je travaille demain. Tu devrais te reposer un peu, toi aussi. Je reste ici. » Rachel, acceptons la réalité. Le docteur l'a dit, ce sont des choses qui arrivent. Aux mots de son mari, Rachel fut stupéfaite. Il parlait comme s'il s'était attendu à l'état de son fils depuis le début. Ce sont des choses qui arrivent ? C'est ton fils ? Bien sûr, je suis inquiet, mais les erreurs médicales, ça arrive tout le temps. Porteur plainte serait une perte de temps. Rachel fixa son mari. C'était comme une personne différente de l'époux qui avait lutté contre la maladie d'Ethan pendant 10 ans. Il abandonnait bien trop facilement. C'était comme s'il avait été préparé à accepter ce résultat. Au milieu de la nuit, seule dans la chambre d'hôpital, Rachel serra la main de son fils et fit un vœu. « Ethan, maman n'abandonnera pas. Je découvrirai la vérité, c'est promis. » Dans le couloir, les infirmières de nuit se déplaçaient silencieusement. Parmi elles se trouvait un jeune interne. Il regardait la chambre d'Ethan avec une expression de quelqu'un qui avait pris une décision. Une semaine passa. Rachel se rendait à l'hôpital tous les jours, du matin au soir, passant son temps au chevet d'Ethan. Les infirmières s'inquiétaient pour elle et lui suggéraient de se reposer un peu, mais Rachel refusait obstinément d'écouter.
Quand son fils se réveillerait, elle voulait que le premier visage qu'il voit soit celui de sa mère. Ethan, aujourd'hui, les enfants de la bibliothèque s'inquiétaient pour toi. Ils ont tous fait des dessins pour toi. Rachel montra à son fils les dessins colorés qu'elle avait apportés tout en lui parlant. Seul le son monotone du ventilateur résonnait dans la pièce. Les médecins avaient dit que Louis pouvait subsister, mais il n'y avait aucune réponse d'Ethan. Pendant ce temps, l'attitude de Brian devenait de plus en plus froide. À partir du 3e jour après l'opération, il ne venait même plus que rarement à l'hôpital. Rachel, abandonnons maintenant. Le 4e soir, Brian se rendit à la chambre d'hôpital, l'air fatigué, et dit cela. Abandonner quoi? Fais face à la réalité. Ethan ne reviendra pas. Les erreurs médicales arrivent tout le temps. Même le docteur Martin est humain, il n'est pas parfait. Rachel regarda le visage de son mari avec incrédulité. Ça arrive tout le temps? Tu te rends compte de ce que tu dis? Je comprends. Mais rester ici plus longtemps est inutile. Tu devrais retourner au travail, toi aussi. Nous devons continuer à vivre. Je reste aux côtés de mon fils. Pour combien de temps? Un mois? Un an? 10 ans? L'irritation se glissa dans la voix de Brian. Sois réaliste, Rachel. Après cela, Brian cessa de venir. Quand Rachel l'appelait, il ne donnait que des réponses comme « le travail est prenant »,« j'ai des affaires importantes ». En 12 ans de mariage, elle n'avait jamais pensé que son mari pourrait devenir aussi froid. La nuit du 7e jour, Rachel avait obtenu une permission spéciale pour rester dans l'unité de soins intensifs auprès d'Ethan. L'horloge indiquait 2 heures du matin. Le couloir était silencieux, avec seulement le son occasionnel des infirmières faisant leur ronde. Ethan, maman n'abandonnera pas. Je découvrirai la vérité, c'est promis. Rachel enveloppa la petite main de son fils dans les siennes. À ce moment, elle entendit le bruit de la porte de la chambre s'ouvrir doucement. En se retournant, elle vit un jeune homme regarder prudemment à l'intérieur. Il portait une blouse blanche mais paraissait jeune, probablement un interne. « Je suis désolé. Je vous ai réveillé ?» Il avait des yeux sincères. Son badge indiquait Dr Carter. « Non, ça va. Vous avez besoin de quelque chose ?» Le docteur Carter vérifia les environs avant de fermer la porte. Il y avait quelque chose de secret dans son geste. « Madame Johnson, j'étais présent lors de l'opération d'Ethan. » Le cœur de Rachel se mit à battre violemment. En tant qu'interne, j'observais depuis un coin de la salle d'opération. Normalement, je n'aurais pas de contact avec les membres de la famille, mais... Le docteur Carter s'assit sur une chaise et regarda directement Rachel dans les yeux. « Madame Johnson, voulez-vous connaître la vérité? Que voulez-vous dire ?» La voix de Rachel tremblait. Il y a des choses sur l'opération qui n'ont pas été officiellement rapportées. Rachel haleta. Finalement, la source du malaise qu'elle ressentait était sur le point d'être révélée. « S'il vous plaît, dites-moi. » Après avoir hésité, le docteur Carter commença à parler à voix basse. Regardez les dossiers chirurgicaux. Le docteur Martin, le chirurgien principal, a pris plusieurs décisions anormales pendant l'opération. Quel genre de décisions anormales? Après avoir identifié la zone du cœur à réparer, il aurait normalement dû choisir la méthode la plus sûre. Cependant, le docteur Martin a choisi l'approche la plus risquée. Le docteur Carter fit une pause et baissa encore plus la voix. En approchant de l'aorte, il a fait des incisions clairement inutiles. C'est ce qui a causé l'hémorragie massive. Rachel se leva. N'était-ce pas une erreur médicale? S'il s'agissait d'une erreur médicale, il aurait dû effectuer des procédures hémostatiques à un stade plus précoce. Cependant, le docteur Martin a semblé retarder intentionnellement le traitement. Le docteur Carter sortit une clé USB de sa poche. Ceci contient des enregistrements audio de la salle d'opération. Ils ont été supprimés des dossiers officiels, mais j'en ai fait une copie. Pourquoi me dites-vous cela? Pourquoi prenez-vous un tel risque? Votre fils aurait dû être sauvé, dit le docteur Carter avec émotion. Ce n'était pas un accident. Quelque chose ne va pas. La main de Rachel tremblait en recevant la clé USB. Mais pourquoi le docteur Martin ferait-il une chose pareille? Je ne sais pas. Cependant, la veille de l'opération, le docteur Martin parlait longuement avec un certain homme sur le parking de l'hôpital. Cet homme était? Le docteur Carter hésita un instant. Cet homme était votre mari. Rachel s'effondra sur la chaise. Divers souvenirs affluèrent dans son esprit.
Le calme anormal de Brian, ses appels téléphoniques fréquents et ses mots selon lesquels les erreurs médicales arrivaient tout le temps. Ne pourrait-ce pas être une coïncidence? Peut-être. Mais écoutez ça. Le docteur Carter inséra la clé USB dans l'ordinateur portable de Rachel et lança un fichier audio. Au début, on n'entendait que du bruit et des sons d'instruments chirurgicaux. Cependant, des voix claires devinrent progressivement audibles. Je tiendrai ma promesse à Brian. Mais c'est un meurtre. C'était la voix du docteur Martin. Rachel retint son souffle. Une autre voix répondit. Il est trop tard maintenant. Sa dette dépasse les 10 millions de dollars. Il n'y a pas d'autre solution. Au moment où elle entendit cette voix, Rachel se leva. Elle sentit le sang se retirer de son visage. Non, ce n'est pas possible. Mais cette voix était sans aucun doute celle de Brian. C'était la voix de son mari. L'audio continua. Faites échouer l'opération. Mais ça ne doit pas ressembler à un meurtre évident. Faites en sorte que ça puisse être traité comme un accident médical. Compris. Mais c'est la dernière fois. Ne me demandez plus jamais de faire quelque chose comme ça. Bien sûr. Une fois que l'argent de l'assurance vie d'Ethan arrivera, je pourrai rembourser toutes les dettes. Rachel tomba à genoux. Pendant 10 ans, le mari qu'elle avait aimé essayait de tuer leur fils. Et pour de l'argent. Madame Johnson, ça va? Le docteur Carter se précipita, mais Rachel ne pouvait s'arrêter de trembler. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça arrive? Vous devriez signaler cela à la police immédiatement. Cependant, en tant que preuve, cela pourrait encore être insuffisant. Rachel essuya ses larmes et se releva. Regardant le lit de son fils, elle serra les poings. Ethan, maman révélera la vérité, c'est promis. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous protéger, dit doucement le docteur Carter. Madame Johnson, je coopérerai avec vous. Pour le bien d'Ethan et pour l'éthique médicale. À travers ses larmes, Rachel regarda le docteur Carter. Ce jeune médecin sans lien de sang risquait sa vie pour protéger son fils. Pendant ce temps, le père biologique essayait de tuer son fils pour de l'argent. Merci, docteur Carter. Puis-je connaître votre prénom? James Carter. Ce n'est que le début. Il pourrait y avoir des ténèbres encore plus profondes. Le lendemain, Rachel commença à agir tout en gardant son sang-froid. D'abord, elle devait trouver un avocat de confiance. Grâce à l'introduction d'un ami, elle prit rendez-vous avec Sarah Wilson, une avocate spécialisée dans les cas de faute médicale. Madame Johnson, cet enregistrement audio est certainement choquant, mais nous devons examiner attentivement sa valeur probante devant un tribunal, déclara Maître Wilson, une femme d'une 50aine d'années, une professionnelle du droit expérimentée qui avait traité de nombreux cas complexes. Cependant, cela seul n'est pas suffisant. Nous avons besoin de plus de preuves, en particulier des preuves étayant le mobile financier de votre mari seraient importantes. Rachel renforça sa détermination à exposer les secrets de son mari. Elle décida de commencer secrètement une enquête. Par l'intermédiaire de Maître Wilson, elle engagea le détective privé Mike O'Connor. D'abord, enquêtons en détail sur la situation financière de votre mari. O'Connor était un ancien policier qui avait travaillé sur des enquêtes de criminalité financière pendant de nombreuses années. Une semaine plus tard, son enquête révéla des faits choquants. Madame Johnson, veuillez vous asseoir. O'Connor posa un épais dossier sur la table avec une expression sérieuse. Votre mari, Brian Johnson, a accumulé des dettes massives via des casinos en ligne et des courses de chevaux au cours des 3 dernières années. Rachel halta. Elle n'avait aucune idée que Brian jouait. Quel est le montant total? La dette totale actuelle est d'environ 12 millions de dollars. Sur ce montant, 8 millions sont empruntés à des usuriers avec des intérêts mensuels dépassant 10%. Rachel se renversa dans son fauteuil. Comment n'avait-elle pas remarqué une dette aussi énorme? Cependant, ce n'est pas tout. O'Connor sortit d'autres documents. Il y a une découverte encore plus importante. Ce qu'O'Connor montra était une police d'assurance. Une assurance vie a été souscrite pour Ethan. Le montant est de 5 millions de dollars. Le preneur d'assurance est Brian et il est également le bénéficiaire. 5 millions de dollars? Rachel était sous le choc. Quand a-t-il souscrit une police d'assurance aussi importante? La date du contrat remonte à 6 mois, juste après que l'opération a été programmée. Rachel se couvrit le visage de ses mains. Son mari avait planifié ce terrible complot depuis le moment où l'opération de son fils avait été décidée. J'ai poursuivi l'enquête.
O'Connor ouvrit le dossier suivant sur la relation entre Brian et le docteur Martin. Ce qu'O'Connor sortit était un vieil album de fin d'études universitaires. Ils sont de la même université et étaient colocataires pendant leurs études. Ils ont maintenu une relation étroite après l'obtention de leur diplôme, avec des enregistrements de rencontres régulières. La photo montrait de jeunes Brian et Martin, bras dessus bras dessous, riant. Rachel découvrait un passé de son mari qu'elle ignorait totalement. Un mois avant l'opération, les deux ont eu une réunion secrète dans un restaurant haut de gamme de la ville. Nous avons également obtenu des images de vidéosurveillance. O'Connor lança la vidéo sur sa tablette. Elle montrait clairement Brian et le docteur Martin parlant avec des expressions sérieuses. Maintenant, nous avons des preuves du mobile, de l'opportunité et du complot, dit Maître Wilson. Je pense qu'il est temps de consulter la police. Cependant, lorsque Rachel se rendit au poste de police, le détective en charge se montra prudent. Madame Johnson, ce sont certainement des preuves intéressantes, mais pour prouver une tentative de meurtre, nous avons besoin de preuves plus décisives. Le détective Jenkins était un enquêteur expérimenté, mais il comprenait la complexité des affaires médicales. L'enregistrement audio est également important, mais sa valeur probante pourrait être contestée au tribunal. Si seulement nous avions des images réelles de l'opération? À ce moment, le téléphone portable de Rachel sonna. C'était le docteur Carter. Madame Johnson, pouvons-nous nous voir? J'ai de nouvelles preuves. 1 heure plus tard, elle retrouva le docteur Carter dans un café près de l'hôpital. Il vérifia nerveusement les environs avant de sortir une petite carte SD. Il y a une vidéo de l'opération. Rachel retint son souffle. Normalement, les internes sont autorisés à porter de petites caméras à des fins d'enregistrement. Pour l'apprentissage. Le docteur Carter ouvrit son ordinateur portable et lança un fichier vidéo. Regardez ça. L'écran montrait la salle d'opération. Le docteur Martin opérait le cœur d'Ethan. Au début, cela ressemblait à une chirurgie normale, mais à un certain moment, des mouvements clairement anormaux furent enregistrés. Ici, c'est le moment où le docteur Martin fait des incisions inutiles vers l'aorte. Rachel se couvrit la bouche avec sa main. Elle était en train de voir le moment où la vie de son fils était intentionnellement mise en danger. Et ici, il devrait normalement effectuer des procédures hémostatiques immédiates, mais le docteur Martin attend 30 secondes. L'observation du docteur Carter était claire. C'était de toute évidence une action intentionnelle. Avec cette vidéo, ce sera une preuve décisive. Rachel retourna immédiatement au poste de police. Le détective Jenkins changea d'expression après avoir regardé la vidéo. C'est définitivement une action intentionnelle. Je vais demander des mandats d'arrêt. Tôt le lendemain matin, Brian et le docteur Martin furent arrêtés simultanément. Lorsque Rachel apprit la nouvelle à la maison, elle fut submergée par des émotions complexes. En imaginant son mari, qu'elle avait aimé pendant 12 ans, se faire menotter, elle ressentit une profonde tristesse mêlée de colère. Pendant l'interrogatoire, Brian nia tout au début, mais confronté à des preuves accablantes, il finit par avouer. « J'étais noyé sous les dettes », témoigna Brian en baissant les yeux. « Je recevais des menaces de mort de la part d'usuriers. L'argent de l'assurance d'Ethan était la seule issue. Pourquoi le docteur Martin a-t-il coopéré? Il avait aussi des problèmes financiers. On lui réclamait une division des biens dans son divorce et il avait des indemnités pour faute médicale à payer. Je lui ai promis de lui donner 2 millions de dollars. » En écoutant la confession de son mari à travers le miroir sans teint de la salle d'interrogatoire, Rachel ne pouvait s'arrêter de pleurer. Lors de la première audience au tribunal, Rachel fit face à son mari. Brian était voûté sur le banc des accusés. Rachel se tint à la barre des témoins et parla d'une voix forte. « Vous n'êtes pas le père de mon fils. Vous n'êtes qu'un meurtrier. » Brian ne put lever la tête. « Ethan a lutté contre une maladie cardiaque pendant 10 ans. Et je croyais que vous luttiez à ses côtés, mais vous avez choisi l'argent plutôt que la vie de votre fils. » La salle d'audience était complètement silencieuse. Vous n'êtes pas qualifié en tant que mari, en tant que père et en tant qu'être humain. Le jour du verdict, Brian fut condamné à 25 ans de prison pour tentative de meurtre. Le docteur Martin vit sa licence médicale révoquée à vie et reçut une peine de 20 ans. En quittant le palais de justice, Rachel marchait aux côtés du docteur Carter. « Docteur Carter, sans vous, la vérité aurait été enterrée dans l'obscurité. Madame Johnson, je n'ai fait que mon devoir de médecin. Mais le vrai combat commence maintenant. » Rachel hocha la tête.
3 mois plus tard, Brian passait chaque jour dans une cellule de prison. Lorsque les autres prisonniers apprirent son crime, ils le qualifièrent de « tueur d'enfants » et manifestèrent une hostilité ouverte pendant les repas et les périodes d'exercice. Une fois, il fut agressé par des codétenus et dut recevoir des soins à l'infirmerie. Seul dans sa cellule la nuit, le visage souriant d'Ethan lui apparaissait en tête, et il était tourmenté par le remords. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Le docteur Martin avait également tout perdu avec sa licence médicale révoquée. Sa femme demanda le divorce et déménagea au Canada avec leurs 2 filles. La réputation et le statut médical qu'il avait bâti s'effondrèrent du jour au lendemain, et il perdit la confiance de ses collègues et de ses patients. En prison, il utilisait ses connaissances médicales pour soigner les prisonniers, mais c'était loin de sa gloire passée. Pendant ce temps, un miracle se produisit sous une forme inattendue. 3 mois après le verdict, un après-midi, alors que Rachel parlait à Ethan comme d'habitude, l'index droit de son fils bougea légèrement. Le personnel médical, qui se précipita au cri de Rachel, vérifia soigneusement l'état d'Ethan. En effet, il y avait des réponses volontaires. « C'est un miracle », dit le médecin traitant, réprimant son excitation. La fonction cérébrale commence à se rétablir. À partir de ce jour, un traitement intensif par une nouvelle équipe médicale commença. Le docteur Carter rejoignit également officiellement l'équipe de traitement d'Ethan et introduisit les dernières techniques de rééducation. Rachel veillait sur la guérison de son fils avec espoir dans son cœur. 1 an plus tard, Ethan s'était rétabli au point de pouvoir vivre en fauteuil roulant. Sa parole était revenue et sa mémoire s'était rétablie à son état préopératoire. Une guérison complète prendrait du temps, mais les médecins montraient des perspectives optimistes. « Maman, même si je ne peux pas jouer au baseball, je pourrais peut-être jouer au basket en fauteuil roulant. » Aux mots positifs d'Ethan, les larmes de Rachel coulèrent. Bien que son fils fît face à des difficultés physiques, il avait grandi mentalement. Rachel finalisa la procédure de divorce et déménagea avec Ethan dans un nouvel appartement. La vie était loin d'être facile, mais chaque jour passé avec son fils était épanouissant. Elle continua son travail à la bibliothèque, et ses collègues la soutinrent chaleureusement. Le docteur Carter commença à venir une fois par semaine pour des examens médicaux et une aide à la rééducation. Au début, c'était par sens du devoir médical, mais peu à peu, une affection personnelle pour Rachel et Ethan grandit. Dr Carter, merci comme toujours. Lorsque Rachel offrit un café, il montra une expression légèrement embarrassée. S'il vous plaît, appelez-moi James. Je pense que nous avons dépassé la simple relation médecin-patient. 2 ans plus tard, en été, les 3 allèrent voir un match de baseball des Chicago Cubs. Ethan était assis dans son fauteuil roulant avec Rachel et James de chaque côté. « Maman, je veux un nouveau papa », dit soudain Ethan. Rachel regarda son fils, surprise. Quelqu'un comme le docteur James, quelqu'un qui tiendrait vraiment à moi. James sourit doucement en répondant, « Ethan, la famille, ce n'est pas seulement une question de lien du sang. Le plus important, c'est le sentiment de s'aimer et de se soutenir mutuellement. » Rachel et James se regardèrent et sourirent. Entre eux, quelque chose était né qu'ils pouvaient comprendre sans mots. Alors que le match se terminait et que le coucher de soleil colorait le stade, Rachel se dit, « Une vraie famille, ce sont des personnes liées par l'amour, pas par le profit. » Alors que le père biologique avait tenté de tuer son fils pour de l'argent, un médecin sans lien de sang avait risqué sa vie pour révéler la vérité et sauver son fils. En caressant doucement la tête d'Ethan, Rachel était certaine que dans la vie à venir, elle pourrait construire une famille au vrai sens du terme, une nouvelle forme de famille liée par l'amour et la justice.